Face aux cris de mes parents exigeant le propriétaire, le directeur a indiqué ma présence derrière eux. J'ai simplement souri sous le sapin. En réalisant que cet hôtel m'appartenait, leurs visages se sont décomposés. On dit que la famille pardonne toujours, mais que feriez-vous si vos propres parents exigeaient de voir le propriétaire dans un complexe que vous avez bâti de rien? Je n'ai pas discuté, je n'ai pas expliqué. J'ai juste regardé le directeur se tourner et dire, bien sûr, monsieur Harel, elle est juste derrière vous. Ma mère a laissé tomber son verre, le visage de mon père a blêmillé, dans ce silence, tous les mensonges qu'ils avaient racontés sur moi se sont finalement effondrés. Je suis Laure Harel, et voici comment j'ai transformé l'humiliation en paix et le silence en pouvoir. Les flocons de neige descendaient le long des fenêtres comme de lentes confessions fondant sur le verre avant même de toucher le sol. À l'intérieur du grand hall du domaine de Valneige, le feu crépitait doucement dans la cheminée en pierre. L'air sentait le pain et la cannelle, une odeur vaguement sucrée et coûteuse. Un quatuor à cordes jouait une version langoureuse de Douce Nuit, et la pièce scintillait d'or et de cristal. C'était le genre d'endroit où tout le monde feignait l'aisance. Je me tenais près de l'entrée, mon manteau encore poudré de neige, observant le genre de perfection pour laquelle mes parents vivaient, des femmes en robe de velours, des hommes en cachemire sur mesure, des coupes de champagne capturant la lumière. J'ai chassé quelques flocons de mon écharpe rouge et j'ai aperçu mon reflet dans la porte vitrée, un simple pull, un jean, des bottes de neige. Ordinaire. Exactement ce qu'ils détestaient. Ils étaient assis à la table centrale, là où la lumière du lustre tombait parfaitement pour les photos. Mon père, Guillaume, 66 ans et prétendant toujours en avoir 50. Ma mère, Éléonore, impeccable et élégante, drapée dans une fourrure blanche qui hurlait grande bourgeoisie. Ma sœur, Victoire, souriant comme on le fait quand on s'est entraîné pendant des années. Je me suis dirigé vers eux lentement, mes bottes chuchotant contre le sol poli. Mon père leva les yeux le premier. Le sourire sur son visage vacilla comme un interrupteur qu'on éteint. « Laure, dit-il trop fort, qu'est-ce que tu fais ici ? » C'est le brunch des Harel, pas un buffet de station de ski. Sa voix portait comme toujours lorsqu'il voulait un public. « Je suis venu pour la nourriture, dis-je légèrement, et pour la compagnie. » Le soupir de ma mère fut théâtral. « Au moins, tu aurais pu porter quelque chose d'approprié, ma chérie. On dirait que tu arrives tout droit du parking. » C'est le cas, répondis-je. C'est Noël, je ne pensais pas qu'il fallait un code vestimentaire. Victoire tendit la main, touchant mon bras avec précaution, son sourire trop poli pour être gentil. Tu as l'air à l'aise, c'est bien. À l'aise. Ce mot signifiait toujours décevante. Je m'assis quand même, pliant ma serviette sur mes genoux. Le serveur versa du champagne. Mon père regardait les bulles monter comme s'il comptait les secondes de sa patience. Tu nous embarrasses, dit-il finalement, son ton assez tranchant pour attirer les regards de la table voisine. Je me penchai en avant, la voix basse. Peut-être que tu es embarrassé par les mauvaises choses. Les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir. Autour de nous, l'air sembla se figer. Le tintement des verres cessa, la musique s'estompa en un bruit de fond statique. Le serveur se figea au milieu de son service, ne sachant s'il devait battre en retraite ou feindre de n'avoir rien entendu. Les épaules de ma mère se raidirent. « Laure, dit-elle doucement, le genre de douceur qui précède une explosion. Nous ne t'avons pas élevé pour parler comme ça. Non, dis-je, vous m'avez élevé pour rester silencieuse. » La couleur quitta son visage, pâle sous le lustre. Mon père réajusta sa cravate, la mâchoire serrée. Il claqua des doigts vers le serveur. « Appelez le directeur. Je veux parler à quiconque dirige cet endroit. » Le serveur hésita. « Monsieur, y a-t-il un problème ? » « Il va y en avoir un, » dit mon père, sa voix portant à travers la salle dorée. Les conversations s'éteignirent, quelqu'un se retourna pour regarder. Une femme près de la cheminée chuchota à son mari, « N'est-ce pas Guillaume Harel ?» Éléonore sourit, son sourire social glacial, celui qui n'atteignait jamais ses yeux. « Veuillez excuser mon mari, » dit-elle à la cantonade, comme si quelqu'un s'en souciait. Il est très exigeant sur les standards. Je restai parfaitement immobile. À l'intérieur, mon pouls était calme. Dehors, la neige continuait de tomber, douce et infinie. Mon père me regarda à nouveau, les yeux étincelants. « Tu ne devrais même pas être ici. Ce n'est pas ton monde, Laure.
C'est un complexe hôtelier, papa, dis-je. C'est le monde de tout le monde. Il se détourna, faisant signe aux membres du personnel le plus proche. Directeur, aboya Théil. La voix de Victoire se fit toute petite. Papa, s'il te plaît. Il l'ignora. Le personnel se précipita. Je pris mon verre, laissant la lumière accrocher le bord doré. Tu fais une scène. Il me foudroya du regard. Tu en es une depuis le jour de ta naissance. J'ai failli rire. L'absurdité de la chose, des décennies condensées en cette seule phrase. Voix off dans ma tête, calme et posée, c'était toujours une question de contrôle. De qui avait sa place et qui ne l'avait pas. Même maintenant, ils ne supportaient pas que je n'ai pas demandé leur permission d'exister. Dehors, la neige s'épaississait, pressant contre la vitre comme un rideau qui se ferme. Ma mère tamponna son rouge à lèvres, bien qu'il n'ait pas bavé. Tu pourrais au moins faire semblant d'être reconnaissante, chuchota Théil. Ce complexe est le reflet de notre cercle. Quand tu te montres comme ça, les gens pensent que je ne suis pas l'une des vôtres, demandai-je. Ne t'inquiète pas, ils le savent déjà. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Pendant un moment, le seul bruit fut le crépitement de la cheminée derrière nous. Mon père repoussa brusquement sa chaise. Nous verrons ce que le propriétaire pense de ce manque de décorum. Je me penchai en arrière, le regardant se lever, incarnant chaque centimètre du patriarche dans son costume bleu marine sur mesure, commandant une attention qu'il ne méritait plus. Le serveur disparut dans le couloir, ses pas résonnant autour de nous. La salle commença à respirer de nouveau, les chuchotements reprirent, des rires prudents, le bourdonnement des violons revenant comme si de rien n'était. Mais je sentais le changement. L'équilibre fragile de l'image se fissurait. Je regardais ma sœur. Elle haussa les épaules, un petit geste impuissant qui disait qu'elle avait appris il y a longtemps à survivre par le silence. Le feu claqua, une bûche se brisa et tomba, éparpillant des étincelles. Mon père se tenait près de la fenêtre, regardant vers le hall, attendant que quelqu'un obéisse. J'ai suivi son regard. Le reflet dans la vitre nous captura tous les deux, l'homme qui avait passé sa vie à courir après la perfection et la fille qui avait finalement cessé de courir après lui. La neige dehors rendait le ciel blanc. Les lumières dorées de l'arbre de Noël scintillaient à travers. « Amenez-nous le propriétaire », répéta-t-il, sa voix tonnante, stable, absolue. Et je restai simplement assise là, laissant les mots flotter dans l'air, chaud et lourd comme le feu derrière moi, sachant que le moment que j'attendais depuis toutes ces années avait déjà commencé. L'air hivernal de Lyon ce matin-là semblait plus lourd que dans mes souvenirs, chargé de l'odeur de la neige et du son de la voix de mon père résonnant dans le couloir. La maison avait toujours été trop grande, trop calme, remplie de choses polies que personne ne touchait. Ma valise était à moitié faite sur le lit, quelques chemises, un jean, les bottes en cuir bon marché que j'avais achetées avec mes pourboires de serveuse. Mon père se tenait près de la porte, les bras croisés, me regardant comme si je brisais quelque chose de sacré. Tu reviendras en rampant une fois que le monde réel t'aura appris comment il fonctionne, dit-il, sa voix plate, répétée, le même ton qu'il utilisait dans les conseils d'administration. Je fermai ma valise et le regardai. Alors je suppose que j'apprendrai enfin quelque chose de réel. Sa bouche se serra. Il ne fit aucun geste pour m'arrêter, ne s'écarta même pas quand je passai devant lui. L'odeur de son eau de Cologne me suivit dans le couloir, piquante, chère, suffocante. La voix de ma mère flottait faiblement depuis le rez-de-chaussée, quelque chose à propos du petit déjeuner, quelque chose à propos de garder les apparences. Je ne répondis pas. J'ouvris la porte, sortis dans le froid et continuai de marcher. Je ne m'enfuyais pas. Je marchais vers quelque chose, n'importe quoi qui ne soit pas bâti sur la honte. Le bus pour le Massif central prit des heures. Je regardais la ville rétrécir à travers la vitre, les gratte-ciels laissant place aux terres ouvertes, le gris virant au blanc alors que la neige recouvrait l'autoroute. Je n'avais pas de plan, juste une petite enveloppe d'argent liquide et une petite annonce imprimée, « Cherche femme de chambre, auberge du Pin, près de Clermont-Ferrand ». L'auberge était petite, vieille et fatiguée, le genre d'endroit où les murs craquaient de secrets et où chaque chambre sentait légèrement l'eau de Javel. Mon premier jour, le gérant aboyait des instructions plus vite que je ne pouvais hocher la tête. N'oublie pas de border les coins, Harel. Les clients remarquent les coins bâclés. Je hochai la tête, souris et continuai de plier. Mes mains étaient gercées par le détergent et l'eau froide,
mais la nuit, j'étudiais les fiches de commentaires des clients comme si c'était des lettres du futur, apprenant ce que les gens aimaient, ce qu'ils détestaient, ce qui les faisait se sentir vus. Il y avait un agent de sécurité là-bas, Franck, la soixantaine, au mouvement lent, mâchant toujours un chewing-gum à la menthe. Une nuit, je l'ai trouvé en train de fumer dehors près de la benne à ordures, regardant la neige dériver à la lumière d'une ampoule vacillante. « Gamine, dit-il en faisant tomber la cendre dans la neige, ne laisse pas les autres fixer ta valeur. Ils te sous-évalueront toujours. » Je ris. « Tu parles comme mon thérapeute. » « Je parle comme un homme qui a appris trop tard, dit-il. Je suis resté 2 ans. Le travail était stable, la paix ne l'était pas, mais j'ai économisé assez pour acheter des livres d'occasion sur le commerce, des guides d'hôtellerie, tout ce que je pouvais lire. Ma routine ne changeait jamais, travailler, étudier, dormir, répéter. Certains soirs, je m'asseyais près de la fenêtre de la cuisine du personnel et je chuchotais mes rêves à voix haute, pas à quelqu'un, juste pour entendre comment ils sonnaient dans l'air. Puis, un après-midi, une cliente s'enregistra et changea tout. Hélène Quentin. Elle semblait tout droit sortie d'un magazine, manteau gris sur mesure, foulard en soie, cheveux épinglés proprement. Elle ne portait pas de bagages, juste une mallette. Quand je lui apportai le formulaire d'inscription, elle demanda « Qui forme votre personnel ici ?» J'hésitais. Je pense que c'est le gérant. Pourquoi ? Parce que votre processus est propre, organisé. Ses yeux balayèrent la pièce comme si elle l'auditait. Quel est votre taux d'occupation moyen ? Je clignai des yeux. Vous parlez comme un investisseur. Elle sourit légèrement. Peut-être que j'en suis une. Ce soir-là, je la trouvai assise dans le hall en train de lire un journal. Je balayais près de la porte. Elle leva les yeux et dit « Aimez-vous travailler ici ?» Je haussai les épaules. C'est du travail, et c'est honnête. C'est rare, dit-elle, puis elle retourna à son journal. Une semaine plus tard, lorsqu'elle quitta l'hôtel, elle me tendit une carte de visite blanche, Hélène Quentin, Capital Risque et Développement. Son écriture au dos disait « Appelez-moi quand vous serez prête à arrêter de réparer les erreurs des autres. » J'ai gardé cette carte dans mon portefeuille pendant près d'1 an. Je la touchais chaque fois que je me sentais petite, chaque fois que le gérant criait, chaque fois que je surprenais mon reflet dans le miroir du chariot de nettoyage et que je ne reconnaissais pas la femme qui me regardait. 1 an plus tard, j'ai appelé. Elle décrocha à la 2e sonnerie. Je commençais à penser que vous aviez perdu mon numéro. J'ai failli, dis-je. Mais je pense que je suis prête. Alors venez me voir, dit-elle. Café de la Place, vendredi, 10h. Le café était chaud, rempli de l'odeur du café et des viennoiseries. Hélène était assise à une table d'angle, ordinateur ouvert, pragmatique. Elle poussa un dossier vers moi. C'est une proposition. Une petite propriété dans les Vosges. Vieux chalet de ski, besoin de rénovation, vision de gestion. Je peux financer, mais j'ai besoin de quelqu'un sur le terrain qui sait gérer les gens, pas seulement les chiffres. Je ris. Vous ne me connaissez même pas, elle sirota son café. J'en sais assez. J'ai regardé comment vous travaillez. Vous n'avez pas bronché, vous n'avez pas plié sous la pression. C'est plus rare que le talent. Je fixai le dossier, des pages remplies de photos, de budgets, de calendriers. Mon cœur battait la chamade. Disons que j'échoue ? Alors vous apprendrez, dit-elle. Mais si vous gagnez, vous ne prendrez plus jamais d'ordre de personne. Signé cet après-midi-là. Pas d'avocat, pas de cérémonie, juste 2 signatures et une poignée de main autour d'un café. Dehors, la neige recommençait à tomber, lente et douce. Hélène ferma son ordinateur. Construisons quelque chose qu'ils ne pourront pas ignorer. Je souris, ma voix calme mais certaine. Non, construisons quelque chose dont je n'ai pas besoin de me cacher. Ce soir-là, je retournai à l'auberge, regarder les rangées de chambres vides que je nettoyais depuis des années et su que j'avais fini de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Je mis mes affaires dans la même valise que j'avais emportée de Lyon. Franck me trouva sur le parking, cigarette à la main. « Tu pars ?» demanda-t-il. « Ouais, dis-je finalement. » Il hocha la tête. « Bien. N'oublie pas, gamine, ta valeur n'est pas négociable. » Je l'embrassai pour lui dire au revoir et marchai dans la neige.
La route s'étirait sombre devant moi, sans fin, pleine de tout ce que je ne savais pas encore. Mes mains tremblaient sur le volant, non de peur, mais du poids de recommencer. Les phares coupaient la nuit et, dans cette lueur, je vis mon reflet dans le rétroviseur, plus âgé, plus stable, mais connaissable. C'était la nuit où j'ai cessé d'être la fille qui avait quitté Lyon. C'était la nuit où je suis devenue la femme qui n'avait jamais prévu de revenir en rampant. La lumière du matin frappait les montagnes comme de l'or liquide, se déversant à travers les parois de verre de Valneige et inondant le hall d'une lueur douce et indulgente. La vapeur s'échappait de la tasse de café dans ma main alors que je me tenais sur la terrasse, regardant la vallée en contrebas disparaître sous la neige fraîche. Des SUV de luxe arrivaient les uns après les autres, polis et identiques, comme s'ils étaient nés pour cet endroit. Les invités en sortaient, enveloppés de fourrure et d'argent. Cela aurait dû ressembler à de la fierté. Ce n'était pas le cas. 15 ans plus tard, je revenais non pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais pour voir s'ils avaient changé. Derrière moi, les portes coulissantes s'ouvrirent en chuintant. Le reflet de Maxime s'afficha sur la vitre avant que j'entende sa voix. Le personnel pense toujours que tu es l'invité d'Hélène. Personne ne soupçonne rien. Je souris sans me retourner. Bien. Gardons ça comme ça pour l'instant. Maxime s'appuya sur la rambarde à côté de moi. 32 ans, trop intelligent pour son âge, toujours avec un téléphone et une ride d'inquiétude sur le front. Tu es sûr que c'est une bonne idée, chef? Je ne suis pas ton chef cette semaine, dis-je en prenant une gorgée de café. Juste une autre invitée profitant des vacances, n'est-ce pas? Il dit, une invitée qui se trouve être propriétaire de l'endroit. Je ris. Sémantique. Il soupira en secouant la tête. Tu sais ce que je veux dire. Quoi que ce soit, ça pourrait exploser rapidement. Détends-toi, Maxime, dis-je. Je ne suis pas là pour me venger. Je veux juste savoir si je les rends toujours mal à l'aise. Il me lança un regard. Tu connais déjà la réponse à ça. En bas, à travers la vitre, je pouvais voir mon père, Guillaume Harel, costume parfaitement pressé, serrant la main du maire de Courchevel comme si les caméras tournaient encore. Son charme n'avait pas vieilli, il s'était seulement durci. Ma mère, Éléonore, se tenait à côté de lui, enveloppée dans un manteau de zibeline, son sourire identique à celui qu'elle avait porté toute mon enfance, poli, lustré, répété. Je les regardais depuis la terrasse, invisible mais assez proche pour sentir l'attraction de tout ce que j'avais laissé derrière moi. Un souvenir me frappa, 12 ans, matin de Noël, le même faux sourire sur son visage alors qu'elle me tendait une boîte emballée avec un nœud argenté. À l'intérieur se trouvait un livre de développement personnel sur l'autodiscipline. Tu dois commencer à penser comme une Harel, avait-elle dit. J'avais passé des années à essayer. Le café refroidit dans ma main. Je me retournai et entrai. Le hall brillait de guirlandes et de couronnes, l'air sentant le cèdre et la chaleur. Les employés se déplaçaient efficacement, leurs uniformes noirs nets contre les lumières douces. À la réception, Claire Sandrin donnait des indications à un invité. Sa voix était calme, professionnelle. Quand elle leva les yeux et me vit, elle se figea. La reconnaissance la frappa d'abord, puis l'incrédulité. Mademoiselle Harel, chuchota-t-elle. Je souris. Juste l'or aujourd'hui. Ses yeux s'écarquillèrent, elle jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne d'autre n'avait entendu. Ça fait longtemps. 14 ans, je crois. Vous avez bien réussi, Claire. Claire secoua la tête, toujours stupéfaite. Je ne m'attendais jamais à vous revoir. Pas ici. Je ne m'attendais pas à revenir, admis-je. Mais la vie est drôle comme ça. Elle hésita, puis baissa la voix. Votre mère. Elle est ici aussi. Je sais, dis-je. Et mon père. L'expression de Claire se durcit. Après ce qu'ils ont fait, je ne sais pas comment vous pouvez être dans la même pièce. Je ne suis pas sûr de le pouvoir, dis-je doucement. Mais je me dois de le découvrir. Elle hocha la tête une fois, une lueur de respect dans les yeux. Je la remerciai et passai mon chemin, les semelles de mes bottes silencieuses sur le sol en marbre alors que je marchais dans le couloir décoré. Des guirlandes drapaient les rampes polies. Mon reflet me suivait dans les cadres vitrés qui longeaient le mur. De vieilles photographies y étaient accrochées, portraits des anciens propriétaires, hommes et femmes en tenue d'apparat noir et blanc, tenant des coupes de champagne,
figés dans leurs propres époques de fierté. Un instant, mon reflet croisa les leurs. Cela me surprit de voir à quel point j'avais l'air calme, à quel point j'étais différente. Je n'étais plus la fille qui récurait les toilettes pour 10 € de l'heure ou la fille à qui l'on avait dit qu'elle était une déception. J'étais autre chose maintenant. Quelque chose de stable. Dans la salle de bal, le personnel préparait le brunch du soir. Les tables brillaient d'argent, les arrangements floraux se dressaient haut, et un pianiste s'accordait doucement près de la scène. J'aperçus à nouveau mon père à travers les portes vitrées, toujours en train de parler, possédant toujours chaque pièce comme si l'oxygène était optionnel. Maxime apparut de nouveau à mes côtés, téléphone en main. Les médias s'agitent à propos du nouvel investissement de ton père à Courchevel. Tu crois qu'il sait qu'il se tient dans ton hall? J'en doute, dis-je. Il n'a jamais pris la peine de lire les petits caractères. Maxime sourit. C'est poétique. Ne commence pas, l'avertis-je. Ce n'est pas un film. Non, dit-il, mais si c'en était un, ce serait la partie où le public commence à te soutenir. Je souris malgré moi. Tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux. Nous passâmes devant un couple d'invités se disputant doucement sur le choix du vin. Le complexe avait ce genre d'effet, les façades polies se fissuraient juste assez pour montrer la vérité en dessous. Cela me fit me demander combien de temps la mienne tiendrait. Alors que nous tournions au coin, un son attira mon attention, le rire de ma mère, léger et travaillé. Je regardais par-dessus le balcon et la vis près de la cheminée, parlant à un groupe d'invités, une flûte de champagne à la main. Ces mots flottèrent vers le haut, la famille et tout. Sans héritage, nous ne sommes rien. Maxime me jeta un coup d'œil. Ça va? Je hochai la tête, même si quelque chose se tordait à l'intérieur. Héritage. Ça a toujours été son mot préféré. Pas amour, hein? J'expirai lentement. Pas une seule fois. Il commença à répondre, mais je le coupai d'un petit signe de la main. J'ai besoin d'un moment. Je marchais seul dans le couloir vers la galerie privée qui reliait l'aile nord. Les portraits y étaient plus récents, plus lumineux, pris après la rénovation du complexe. Mes pas résonnaient contre le parquet. Le dernier cadre de la rangée m'arrêta net. C'était une photo de mes parents datant d'il y a 20 ans, debout ensemble lors d'une cérémonie d'inauguration pour un autre complexe qu'ils n'avaient même pas construit. Leur sourire était parfait, figé sur place. Je la fixai longuement. Puis mon reflet apparut sur le leur, comme un fantôme réclamant l'espace. Pour la première fois, je ne bronchais pas. Je touchais légèrement le bord du cadre et chuchotais au couloir vide, vous ne pouvez pas vous cacher derrière l'héritage pour toujours. L'écho faible d'un chant de Noël dériva à nouveau depuis le hall principal, doux, lent, familier. Je me tournai vers le son et continuai de marcher, mes bottes laissant des empreintes silencieuses sur le sol poli, le poids de 15 années s'installant enfin en quelque chose qui ne ressemblait pas à du regret. Au moment où j'atteignis l'ascenseur, je pus voir à nouveau le reflet de mon père dans la vitre, riant avec des inconnus, complètement inconscient. Mes doigts se resserrèrent autour de la tasse de café que je portais encore. Demain, il saurait quel nom était écrit sur chaque mur de cet endroit. Mais pas encore. Pas ce soir. La lumière du lustre scintillait sur une centaine de verres en cristal, transformant la salle en un miroir d'or et de givre. Le grand hall sentait le pain et le parfum, les rires se tissant à travers la musique comme des rubans. C'était le réveillon de Noël à Valneige, parfait, organisé et douloureusement familier. Je me glissai dans la foule inaperçue, ma robe en lin simple contre l'éclat des paillettes et de la soie. Autour de moi, les femmes étincelaient, leurs rires répétés, les hommes trinquant à l'héritage Harel. Le pianiste jouait une version délicate de Have Yourself a Merry Little Christmas, la mélodie tremblant sous le poids de trop de sourires. Quelqu'un derrière moi chuchota, qui l'a invité? Une autre voix suivit, basse et amusée, n'est-ce pas la fille qui a décroché? Celle qui est partie en vrille. L'air entre leurs mots se tendit. Je ne me retournai pas. Je n'en avais pas besoin. Le rythme du jugement était celui que je connaissais depuis ma naissance. La voix de ma mère trancha le murmure, douce, froide et exercée. Laure a toujours été différente, dit-elle, ses lèvres se courbant dans ce sourire social parfait. Nous essayons de soutenir ces petites entreprises. Petites entreprises. La même phrase qu'elle avait utilisée le jour où j'avais ouvert mon premier hôtel.
La même façon dont elle disait de petits caprices quand je pleurais étant enfant. Je ravalai un rire et pris une lente gorgée de champagne. C'était plus facile maintenant. J'avais appris que leur approbation n'était qu'une autre monnaie dont je n'avais pas besoin. À travers la pièce, mon père se tenait comme une statue sculptée dans l'arrogance. Guillaume Harel. Cheveux gris coupés nets, cravate immaculée, voix commandant la pièce. Même lorsqu'il chuchotait, il parlait au maire, gesticulant largement vers le bar, jusqu'à ce que son regard me trouve. Le sourire tomba. Catherine. Sa voix porta à travers le hall, trop forte, trop publique. Où est le directeur? Je veux le propriétaire ici, maintenant. Chaque conversation s'arrêta au milieu d'une phrase. Les fourchettes se figèrent à mi-chemin des lèvres. Même le pianiste hésita, les doigts planant au-dessus des touches. La pause était si épaisse qu'elle bourdonnait. Catherine Leblanc, la directrice générale, apparut près de la scène, gracieuse, professionnelle, impassible. Elle était vêtue de noir, la posture droite comme la vérité. Bien sûr, monsieur Harel, dit-elle doucement. Je vais chercher le propriétaire immédiatement. Ses yeux se posèrent sur les miens. Une fraction de seconde de compréhension silencieuse. Je fis un petit signe de tête. Pas de mots. Juste une permission. Les invités bougèrent sur leur siège, la tension bourdonnant comme une note trop aiguë pour être entendue. La voix de ma mère trancha l'air. Honnêtement, Catherine, dit-elle, son ton brillant mais venimeux. Des gens comme elle ne devraient même pas être ici. Cela rejaillit terriblement sur votre établissement. Une onde parcourut la foule. De petits halètements, des yeux naviguant entre nous. Quelqu'un toussa dans sa serviette, embarrassé pour elle. Je sentis la piqûre, mais elle ne m'atteignit pas. J'avais l'habitude de me recroqueviller quand elle disait des choses comme ça. Ce soir, je laissais simplement ces mots flotter dans l'air jusqu'à ce qu'ils paraissent ridicules. Catherine hocha poliment la tête, les lèvres pincées. Je reviens tout de suite, dit-elle, et disparut vers le couloir du fond. Je pouvais sentir mon pouls, stable. Non par peur, mais par anticipation. Le pianiste reprit le jeu, trop vite maintenant, comme si lui aussi voulait s'échapper de la pièce. Les rires reprirent par endroits, cassants et forcés. Mon père ajusta ses boutons de manchette, assez fort pour attirer à nouveau les regards. Voyons voir, dit-il à personne en particulier, si cet endroit comprend même qui sont ses vrais clients. Ses amis rirent poliment. Quelques-uns hochèrent la tête, désireux de rester de son côté. Je regardais mon verre. Les bulles montaient et se brisaient contre la surface, petites, implacables, disparaissant sans trace. Mon reflet scintillait dans le bord doré, stable, illisible, dangereux. Je pouvais voir Éléonore m'observer, essayant d'évaluer si elle était allée trop loin. Sa main tremblait légèrement alors qu'elle levait son verre. Elle ne me regarda plus. Un serveur s'approcha timidement, demandant si je voulais un autre verre. Je souris, secouai la tête. Non merci, celui-ci suffit. Du coin de l'œil, j'aperçus Maxime au fond de la salle, debout près de l'entrée, son téléphone à la main. Il me lança un regard interrogateur. Je secouai la tête une fois. Pas encore. Le maire, toujours assis à côté de mon père, essaya d'alléger l'ambiance. Guillaume, je dois dire, tu sais comment commander une pièce. Mon père rit, court et tranchant. C'est un trait de famille. Je tournai mon attention vers la fenêtre. Dehors, la neige s'était épaissie, ensevelissant le complexe en blanc. Le monde semblait paisible là-bas, calme, propre, intact de tout ce que nous étions à l'intérieur de cette cage dorée. Un petit groupe d'invités chuchota à nouveau, leurs yeux se tournant vers moi. Une femme murmura, c'est elle, n'est-ce pas? Celle qui a quitté l'entreprise familiale? Une autre répondit, j'ai entendu dire qu'elle avait échoué. Peux-tu imaginer entrer ici comme si de rien n'était? Leur voix aurait dû faire mal. Ce n'était pas le cas. Elle semblait juste fatiguée. Je pensais à Hélène Quentin, sa voix stable autour d'un café il y a des années. Laisse-les parler. Plus ils parlent fort, plus ils révèlent clairement qui ils sont. Le violoniste entama une nouvelle chanson, Minuit, chrétien. L'ironie me fit presque sourire. Ma mère se pencha vers mon père, chuchotant quelque chose de tranchant, mais je ne pouvais pas entendre.
Je n'en avais pas besoin, le ton suffisait. De quelque part derrière le bar, un plateau s'écrasa au sol. Le cliquetis métallique brisa la tension un instant, la salle tressaillant à l'unisson. Guillaume saisit l'occasion de parler à nouveau, comme si le silence l'offensait. Un endroit comme celui-ci devrait savoir se tenir, dit-il. Peut-être qu'il est temps que le propriétaire apprenne quel genre d'invités ils ont invité. Je levai les yeux, rencontrant enfin les siens. La distance entre nous semblait petite et infinie à la fois. Son visage était rouge, sa fierté enflant pour remplir chaque centimètre d'air. Peut-être que le propriétaire le sait déjà, dis-je doucement. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Rien, dis-je en prenant une autre gorgée. Juste une observation. Il se détourna, marmonnant dans sa barbe. La foule commença à se détendre, inconsciente que l'histoire avait déjà commencé à tourner. Catherine serait bientôt de retour, et quand elle le serait, aucune quantité de charme ou de contrôle ne réparait ce qui était sur le point de s'effondrer. Pour l'instant, je laissais la musique remplir à nouveau le hall, les lumières du lustre dansant sur les murs comme les fragments d'une tempête attendant d'éclater. Ma coupe de champagne attrapa le reflet de l'arbre au loin, l'étoile dorée à son sommet brûlant, stable et silencieuse. Je gardai cette image et respirai lentement, une pensée pulsant dans ma tête, la perfection se fit sur toujours de l'intérieur en premier. Le bruit des verres qui s'entrechoquaient s'était estompé en murmures. On pouvait sentir la tension monter comme de l'électricité statique, invisible mais vivante. Quelques invités avaient déjà sorti leur téléphone, faisant semblant de vérifier des messages mais visant en réalité leur caméra vers le centre de la tempête. Je pouvais presque entendre leurs pensées, quelque chose était sur le point de se produire et ils ne voulaient pas le manquer. Catherine apparut près de l'entrée, sa posture impeccable, l'image du contrôle. Maxime suivait quelques pas derrière, l'expression tendue. Elle se fraya un chemin à travers la foule comme si elle glissait sur la glace. « Monsieur Harel », dit-elle d'un ton égal, sa voix calme mais assez forte pour atteindre chaque coin du hall. « Le propriétaire est ici. » La salle inspira tout d'un coup. Mon père se redressa, la confiance revenant dans sa colonne vertébrale comme une mémoire musculaire. « Bien, dit-il, sa voix pleine de cette autorité familière. J'aimerais leur parler directement. »« Bien sûr, monsieur, » répondit Catherine en se tournant légèrement, son ton lisse et courtois. Puis elle fit une pause juste assez longue pour que tout le monde ressente l'immobilité, avant de dire « Elle se tient juste derrière vous. » Les mots frappèrent l'air comme du verre brisé. Pendant une seconde, personne ne bougea. Puis mon père se tourna, lent, incrédule. Ses yeux se posèrent sur moi. Je ne dis pas un mot. Je n'en avais pas besoin. Je restais juste là, calme, stable, la même expression silencieuse que j'avais portée à travers chaque dîner, chaque sermon, chaque regard de déception. Derrière lui, la flûte de champagne de ma mère glissa de sa main et se brisa contre le sol en marbre. Le son résonna. Sa bouche s'ouvrit mais aucun mot ne sortit. Victoire couvrit sa bouche, figée entre le choc et quelque chose proche de l'admiration. Mon père cligna des yeux, sa voix se brisant juste légèrement. « Tu possèdes cet endroit. »« Oui, dis-je simplement. Je l'ai acheté il y a 2 ans via Harel Hospitality. » Il regarda autour de lui comme si l'air l'avait trahi. « C'est impossible. Tu ne peux pas être sérieuse. »« Je le peux, dis-je, et je le suis. » Ma mère s'avança, la couleur quittant son visage. « C'est une blague. »« Non, dis-je doucement. C'est ce que vous m'avez appris. Les apparences comptent, n'est-ce pas? J'ai juste appris à les maîtriser. » Les mots flottèrent dans l'air comme un verdict. Le silence s'étira jusqu'à devenir insupportable. Puis vint le déclic silencieux d'une caméra. Quelqu'un, Davido, le jeune blogueur qui traînait près du fond, enregistrait, son téléphone levé juste assez pour capturer la scène. Mon père essaya de se reprendre, ajustant sa cravate, sa voix basse mais tremblante. « Tu as acheté ce complexe? » ?»« Oui, dis-je. »« Vous êtes déjà venu ici, vous vous souvenez de cette retraite d'investisseurs il y a 2 étés? Vous avez fait un discours sur l'héritage tout en vous tenant dans mon hall. Quelques invités haltèrent, d'autres échangèrent des regards qui disaient qu'ils avaient attendu toute leur vie un moment comme celui-ci, la chute de quelqu'un d'autre. Ma mère se tourna brusquement vers Catherine. « Depuis combien de temps êtes-vous au courant? »
Catherine garda son sang-froid. Depuis le jour où mademoiselle Harel a signé les papiers, madame. Mademoiselle Harel, répéta ma mère, s'étouffant presque sur les mots. Mon père s'approcha de moi, son ton plus doux maintenant mais non moins tranchant. Pourquoi nous cacherais-tu cela? Je croisai son regard. Parce que tu ne m'as jamais vu jusqu'à ce que j'ai quelque chose que tu voulais. Il tressaillit comme si je l'avais frappé. Éléonore chuchota, tu as planifié ça pour nous humilier. Non, dis-je en secouant la tête. J'ai planifié ça parce que je le pouvais. Vous m'avez élevé pour croire que le pouvoir signifiait le contrôle. J'ai juste appris qu'il pouvait aussi signifier la liberté. Les murmures devinrent plus forts. Les lumières du lustre se reflétaient sur une douzaine de téléphones en train d'enregistrer. Mon père remarqua et siffla, rangez ça. Mais personne n'écouta. Ils étaient trop fascinés. Le roi et la reine de la salle venaient de perdre leur couronne. Je pouvais voir Victoire trembler au bord de la foule, ses yeux rencontrèrent les miens pendant une demi-seconde, peur, excuse, fierté, tout emmêlé. Je lui fis le plus petit signe de tête, le genre qui disait c'est bon, tu n'as pas à choisir un camp ce soir. Maxime fit un pas prudent en avant, mais je levai une main. Pas encore. La voix de mon père tomba à un murmure destiné seulement à moi. Tu penses que ça te rend meilleur que nous? Non, dis-je. Juste différente. Vous m'avez appris à survivre à l'humiliation en silence. Ce soir, je vous apprends ce que ça fait de se tenir dedans. Les mots semblaient plus froids que l'air extérieur. Ma mère s'avança vers moi, les larmes coulant enfin. Laure, s'il te plaît. Ce n'est pas comme ça que les familles réparent les choses. Je pris une inspiration, stable, calme. Peut-être que les familles ne devraient pas les briser en premier lieu. Elle couvrit son visage de sa main. Je pouvais entendre le faible clic du téléphone de David à nouveau. Effondrement familial dans un complexe de luxe, marmonna-t-il en appuyant sur publier. Mon père se tourna brusquement vers lui. Effacez ça. David haussa les épaules. Espace public, monsieur. Liberté d'informer. Puis il se glissa dans la foule avant que quiconque puisse l'arrêter. Les chuchotements devinrent un grondement sourd. Les gens faisaient semblant de s'occuper de leurs affaires mais pas un seul d'entre eux ne regardait ailleurs. L'air semblait épais, trop chaud, comme si même les lumières retenaient leur souffle. Je reculai légèrement, me donnant de l'espace pour respirer. Pendant des années, ils avaient défini le succès par le nombre de personnes qui les regardaient. Ce soir, on se souviendrait d'eux par le nombre de personnes qui les avaient regardés tomber. Les mains de mon père tremblaient alors qu'il tendait la main vers son verre, le manquant la première fois. « Tu as fait de nous des imbéciles, dit-il. » J'ai failli avoir pitié de lui. Presque. « Non papa, vous avez fait ça vous-même. J'ai juste arrêté de vous en protéger. » Il me regarda comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant, comme s'il réalisait trop tard que je n'étais plus un reflet de son propre ego. La voix d'Éléonore se brisa. « S'il te plaît, parlons de ça en privé. » « Il n'y a plus rien de privé, dis-je en faisant un geste vers les caméras qui clignotaient. C'est ce que nous sommes maintenant. La musique s'était arrêtée à nouveau. Même le feu semblait plus calme. Je me tournai, sentant la chaleur d'une centaine d'yeux toujours sur mon dos. Au fond de la salle, l'arbre de Noël brillait plus fort que jamais, ses lumières peignant de l'or sur le sol en marbre. Je marchai vers lui lentement, les échos de mes talons se mêlant au murmure derrière moi. À la base de l'arbre, les ornements attrapèrent mon reflet, moitié dans l'ombre, moitié dans la lumière. Je restai là un moment, mon visage à moitié éclairé par la lueur, à moitié caché par la tempête que je venais de déclencher. Et puis je souris. Parce que pour la première fois de ma vie, le silence dans la pièce ne leur appartenait pas. Il m'appartenait. On frappa à la porte avant le lever du soleil, assez fort pour trancher le calme. J'étais assise sur le bord du lit, toujours dans la robe de la veille, fixant le sol, quand la voix de Maxime appela à travers la porte. « Tu devrais voir ça, dit-il, essoufflé. C'est partout. » Quand j'ouvris la porte, il tenait son téléphone comme une arme. 2 millions de vues en une nuit. Tous les médias en parlent. Ils appellent ça le karma de Noël. Je pris le téléphone sans parler. Le titre sur l'écran me foudroya, l'héritière confronte sa famille au complexe de luxe, le moment qui a choqué Courchevel. La vidéo démarra automatiquement.
La voix de mon père rugit à travers le petit haut-parleur, « Amenez-nous le propriétaire tout de suite. » Puis le ton tranchant de ma mère suivit, dégoulinant de prétention. Et enfin, la révélation calme de Catherine, « Elle se tient juste derrière vous. » Le halètement de la foule joua comme une musique. Le verre de ma mère se brisa encore et encore au ralenti. Ils avaient toujours voulu un public. Je leur en avais juste donné un. Maxime expira en faisant les 100 pas. C'est sur toutes les plateformes. TikTok, YouTube, les infos du matin, même certains talk shows l'ont repris. Du jour au lendemain, tout le monde choisit son camp. Je rendis le téléphone. Laisse-les faire. Laure, ce n'est pas juste des ragots, dit-il. C'est une tempête médiatique. Ils utilisent des mots comme humiliation, trahison, implosion familiale. Créatif, murmurai-je en marchant vers la fenêtre. Dehors, le soleil s'était à peine levé, brossant de l'or sur les arbres gelés. L'arbre de Noël dans la cour brillait encore faiblement, ses lumières vacillant contre la neige. Des invités se rassemblaient déjà près de lui, prenant des photos là où la nuit précédente s'était terminée en silence. Derrière moi, Maxime fit défiler à nouveau. Regarde, BFM vient de télécharger une demande d'interview. Le Dauphiné aussi. Ils veulent tous ta déclaration. Je secouai la tête. Pas encore. Il hésita. Ton père est déjà passé à la télé. Bien sûr qu'il l'a fait. Maxime retourna le téléphone. Sur l'écran, mon père était assis dans un studio, l'arrière-plan affichant l'écho du matin. Son expression était grave, travaillée. Ma fille, dit-il, la voix lourde, a toujours été impulsive. J'ai le cœur brisé qu'elle transforme une affaire de famille privée en un spectacle public. Le présentateur hocha la tête avec sympathie. Pensez-vous qu'elle le regrette? Il soupira, parfaitement mesuré. Je l'espère. Les familles devraient résoudre leurs problèmes en privé, pas pour que des étrangers applaudissent. Je souris amèrement. La fierté ne meurt pas en silence. Maxime me regarda, ne sachant pas s'il devait en dire plus. Il t'a traité d'ingrate. Il n'a pas tort, dis-je. J'ai cessé d'être reconnaissante pour leur approbation il y a longtemps. Mon téléphone vibra sur la table. Éléonore Harel. Refusé. Il vibra une seconde plus tard. Refusé. Puis encore. Finalement, il s'arrêta. Pendant quelques minutes, la suite fut silencieuse, à l'exception du bourdonnement du chauffage. Je versai du café, m'assis près de la fenêtre et essayai de respirer. Le complexe en bas semblait paisible, ignorant qu'il était devenu un champ de bataille pour l'orgueil d'autres personnes. Il y eut un autre coup à la porte, plus léger cette fois. Hélène Quentin entra sans attendre d'invitation. Elle portait un manteau de laine et un regard qui signifiait les affaires. « Tu es en tendance », dit-elle sèchement. Pas de la façon dont la plupart des PDG rêvent, cependant. Je lâchai un petit rire. N'est-ce pas comme ça que commencent les légendes? Elle haussa un sourcil. Ne romantise pas ça, Laure. C'est laid. Le monde aime construire les femmes juste pour les démolir. Et le silence ne te protégera pas, peut-être que le silence en dira plus, dis-je. Le silence ne fonctionne que lorsque tu as déjà été entendu, répondit-elle. Et pour l'instant, tu es juste la méchante dans la version de l'histoire de ton père. Je regardai à nouveau par la fenêtre. Il a écrit cette version toute ma vie. Hélène s'adoucit légèrement. Alors peut-être qu'il est temps que tu publies la tienne. Je ne répondis pas. Elle posa sa tasse de café sur le comptoir, sa voix basse. Si tu ne prends pas le contrôle de l'histoire, ils le feront. Et une fois qu'ils l'auront fait, tu passeras des années à essayer de la récupérer. Huant elle partit, la pièce sembla plus froide. Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, ce n'était pas ma mère. Le nom de Victoire clignota sur l'écran. Je le fixai, le pouce en suspens. Maxime leva les yeux de son ordinateur portable. Tu vas répondre à celui-là. J'hésitai, puis appuyai sur refuser. Pas encore. Il expira. Tu penses vraiment que le silence aide? Je me tournai vers lui. Il ne s'agit pas d'aider. Il s'agit d'observer. Laisse-les montrer qui ils sont sans mon interruption. Il fronça les sourcils.
Tu parles comme Hélène. J'ai appris de la meilleure. Maxime se dirigea vers la porte, faisant une pause. Si tu as besoin de moi, je serai dans le hall. La presse va probablement camper d'ici midi. Ne les laisse pas approcher des invités, dis-je. Déjà géré. Quand il fut parti, je m'enfonçai dans le fauteuil près de la fenêtre. Le café avait refroidi, mais je le bus quand même. Dans la cour en bas, une famille posait pour une photo près du même arbre doré. La mère ajustait l'écharpe de son fils, souriant du genre de sourire qui vient facilement quand on n'a rien à prouver. J'enviais cette simplicité plus que je ne voulais l'admettre. La télévision dans le coin s'alluma automatiquement. Un autre talk show, un autre différent, même histoire. L'héritière qui a humilié sa famille, disait le titre. Des extraits de la nuit dernière passaient en boucle. La voix de mon père, l'outrage de ma mère, mon silence. L'hôte gloussa. Eh bien, c'est une façon de gérer le dîner de Noël. Le public rit. Il riait toujours. Je mis la télé en sourdine. Ils voulaient toujours un public. Je leur en avais juste donné un. Dehors, le brouillard matinal commençait à se lever, la lumière du soleil se déversant comme si elle essayait de pardonner la nuit précédente. La neige scintillait. Mon reflet fusionna avec le verre, une faible silhouette de quelqu'un que je reconnaissais à peine. Moitié paix, moitié feu, moitié moi. Mon téléphone vibra une fois de plus, vibrant contre la table. Je ne regardais pas. Au lieu de cela, je fixais l'arbre de Noël en bas, regardant des étrangers prendre des photos sous sa lueur parfaite. L'ironie ne m'échappait pas, le même arbre qui avait été témoin de la perte de ma famille servait maintenant de toile de fond à la joie de quelqu'un d'autre. Pour la première fois, ce n'était pas moi qui me cachais. C'était eux. Le monde extérieur avançait comme si rien n'avait changé. Et assise dans le silence, je compris enfin quelque chose que mon père ne comprendrait jamais, le pouvoir le plus fort au monde était la capacité de rester silencieux après que la vérité ait parlé pour vous. Le vent à Lyon ce matin la mordait à travers mon manteau comme s'il avait une rancune. Les fourgons de presse bordaient le trottoir devant le palais de justice, leurs antennes poignardant le ciel gris. Les journalistes se tassaient avec des tasses de café, attendant d'apercevoir la famille qui avait transformé Noël en drame judiciaire. Quand tout le reste échouait, mon père faisait ce qu'il faisait toujours, utiliser la loi pour protéger sa fierté. Maxime tint la porte pour moi alors que nous sortions de la voiture. « Prête pour ça ?» demanda-t-il. « Je suis prête depuis le jour où il m'a dit que je ne survivrais jamais sans lui, » dis-je. Henri Blanc, mon avocat, était déjà sur les marches, attendant, grand et calme dans son pardessus sombre. « On entre en silence, » dit-il. Pas de déclaration, pas de contact visuel avec la presse. Compris. Compris, dis-je, remontant le col de mon manteau plus haut. Juste un autre jour au paradis. À l'intérieur, le palais de justice sentait le papier et l'air froid. Les voix des journalistes bourdonnaient derrière les portes alors que nous passions. Hélène Quentin était assise dans la galerie, les bras croisés, le visage illisible. Elle avait déjà traversé des batailles comme celle-ci, mais je pouvais dire que même elle retenait son souffle. La juge Amélie Bourgeois prit place au banc, une femme dans la cinquantaine aux yeux perçants et avec la réputation de voir à travers les mises en scène. Elle regarda les deux parties avec la même indifférence froide. « Procédons, dit-elle. » L'avocat de mon père se leva le premier. Costume lisse, ton plus lisse encore. « Votre honneur, » commença-t-il, « mon client, monsieur Guillaume Harel, est un homme d'affaires respecté et un philanthrope dont la réputation a été irrémédiablement endommagée par les actions publiques de sa fille. » Il fit un geste vers mon père, assis droit et grave à la table des plaignants. Elle a humilié ses parents devant le pays entier. Elle a utilisé la vie privée de la famille comme une arme pour un gain personnel. Sa femme, Madame Éléonore Harel, n'a pas dormi depuis des semaines. Leur vie sociale et professionnelle sont en ruine. Je gardai mon stylo suspendu au-dessus de mon bloc-notes, faisant semblant de prendre des notes. Henri se pencha et chuchota, ne réagis pas, laisse-le creuser son propre trou. Mon père se leva pour témoigner. Tout ce que j'ai construit était pour ma famille, dit-il. Et elle. Elle a transformé ça en cirque. Vous n'avez aucune idée de ce que ça fait de voir le travail de votre vie moqué à la télévision nationale. Je le regardai et ressentis une sorte de calme étrange. Il n'était plus en colère. Il avait peur.
Et les hommes comme lui n'admettaient jamais la peur. Quand mon tour vint, Henri hocha la tête. Je me levai, ajustant ma veste. Votre honneur, commençai-je, la voix stable. Je n'ai jamais demandé à ce que cette histoire devienne publique. Je ne l'ai pas enregistrée. Je ne l'ai pas postée. Je me suis simplement tenu là, et ils se sont exposés eux-mêmes. Un murmure parcourut la galerie. Je vis quelques journalistes griffonner des notes. Mon père bougea inconfortablement sur son siège. La juge Bourgeois inclina la tête. Continuez, mademoiselle Harel. J'ai passé des années à m'entendre dire que j'étais le problème, dis-je. Que je ne comprenais pas comment le monde fonctionnait. J'ai finalement construit quelque chose à moi, tranquillement, loin d'eux. Et quand la vérité est sortie, ce n'était pas parce que je voulais de l'attention. C'était parce qu'ils l'ont exigé. Henri s'avança, tenant un dossier. Nous aimerions soumettre des preuves supplémentaires. La juge prit le dossier, scannant son contenu. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des états financiers et des audits de charité. Ces documents, dit Henri, montrent que M. Harel a détourné des fonds caritatifs de la Fondation familiale Harel. Nous pensons que sa réputation d'affaires, ce qu'il prétend protéger, était déjà compromise bien avant cette affaire. Des halètements parcoururent la salle d'audience. L'avocat de mon père fit une objection, bégayant. Votre honneur, ce n'est pas pertinent. La juge Bourgeois leva la main. C'est très pertinent si nous parlons de réputation, maître. Elle se tourna vers mon père. Monsieur Harel, est-ce exact? Mon père ne répondit pas. Son avocat se pencha, chuchotant urgemment. La juge continua, voix tranchante mais contrôlée. Cette cour ne peut pas défendre l'orgueil déguisé en intégrité. Affaire classée. Le marteau frappa une fois, fort. Pendant un moment, personne ne bougea. Le bruit des déclencheurs d'appareils photo brisa le silence alors que les journalistes se précipitaient pour annoncer la nouvelle. Mon père resta assis, fixant les papiers devant lui. Ma mère couvrit son visage de ses deux mains, les épaules tremblantes. Hélène se leva tranquillement de son siège dans la galerie, les yeux rencontrant les miens une seconde. Je pouvais dire qu'elle était fière, bien qu'elle ne le dirait jamais à voix haute. Maxime toucha mon coude. Allons dehors. La neige avait recommencé, de doux flocons dérivant sur les marches du palais de justice. Les journalistes attendaient, micros levés comme des armes. Henri se pencha près de moi et dit, aucun commentaire, souviens-toi. Je hochai la tête et continuai de marcher, le craquement de la glace sous mes bottes étant le seul son sur lequel je me concentrais. Un journaliste cria, Mademoiselle Harel, qu'est-ce que ça fait de battre votre propre père au tribunal? Je m'arrêtai juste une seconde et regardai la neige s'accumuler sur les bords du trottoir. Il m'a appris que le pouvoir était tout, dis-je doucement. J'aimerais qu'il ait appris que l'intégrité était plus. Je ne regardai pas en arrière. Nous atteignîmes la voiture, Maxime tenant la portière ouverte, son souffle formant de la buée dans l'air. Tu as gagné, dit-il. Je secouai la tête en glissant sur le siège. Non, dis-je. J'ai juste arrêté de perdre. Il sourit faiblement en fermant la portière derrière moi. La voiture s'éloigna, le palais de justice rétrécissant dans le rétroviseur, les journalistes criant encore des questions dans le froid. À travers la vitre, je regardais la neige avaler la ville, recouvrant chaque bordure de blanc. Pour la première fois depuis des semaines, je ressentis quelque chose comme la paix. Pas la victoire, pas la vengeance. Juste la compréhension tranquille que la tempête était enfin la sienne à affronter, pas la mienne. La première neige de février avait déjà fondu dans la banlieue de Lyon, laissant derrière elle des pelouses grises et des rues vides. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le procès, mais le nom de mon père était toujours partout, chaque chaîne, chaque article, chaque bandeau d'information semblait dire la même chose, icône des affaires sous enquête pour fraude caritative. Quand l'orgueil s'effondre enfin, il ne se brise pas, il s'effrite lentement sous son propre poids. Les images étaient partout, présentateurs télédisséquences à chute, blogueurs publiant des exposés, anciens amis face caméra prétendant qu'ils l'avaient vu venir. Un homme qu'il avait autrefois appelé le pilier du commerce régional le décrivait maintenant comme une mise en garde. Dans son bureau, mon père était assis seul devant la télévision, le volume bas, les lumières tamisées. Un verre de whisky transpirait dans sa main, intact. Les rideaux étaient tirés. Le dîner sur son bureau, froid.
L'écran vacillait sur son visage, le faisant paraître plus vieux que dans mes souvenirs. Victoire frappa doucement avant d'entrer. Elle avait l'air fatiguée. Elle avait été la seule à lui rendre encore visite. « Papa, dit-elle, tu dois lui parler. » Il ne se détourna pas de la télé. « De quoi? Du temps? De l'effondrement de ma carrière? Du fait que ma fille a réussi à faire ce que tous les concurrents ont essayé et échoué à faire, me faire tomber ?» La voix de Victoire se brisa. « Ce n'est pas ce qui s'est passé, et tu le sais. » Il se tourna finalement pour lui faire face. Ses yeux étaient injectés de sang, non pas à cause de l'alcool, mais à cause du genre d'insomnie qui vient quand tout ce que vous avez construit commence à pourrir de l'intérieur. Que dirais-je même, Victoire? Que je suis désolé qu'elle soit devenue tout ce que je voulais qu'elle soit. Il posa le verre, plongeant la main dans le tiroir à côté de lui. Quand il sortit l'enveloppe, sa main trembla légèrement. « Donne ça à ta sœur, dit-il doucement. Victoire hésita. « Qu'est-ce que c'est? » Quelque chose qu'elle mérite, dit-il. Même s'il est trop tard. Victoire prit la lettre et le laissa là, la télé jouant toujours le son de sa propre disgrâce. Le lendemain matin, Victoire arriva à mon bureau au centre-ville de Lyon. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant l'enveloppe comme si c'était un fil électrique sous tension. « De la part de papa, dit-elle doucement. » Je la fixai, ne sachant pas si je devais la toucher. « Comment va-t-il? » Pas bien, admit-elle. Il quitte à peine la maison. Les journalistes campent dehors. Maman ne répond pas aux appels. Je hochai la tête, tendant finalement la main vers l'enveloppe. Mon nom était écrit de son écriture familière, pointue, contrôlée, mais inégale cette fois. Quand Victoire partit, je restai assise à mon bureau pendant un long moment avant de l'ouvrir. Le papier à l'intérieur était épais, formel, le genre qu'il utilisait pour les lettres d'affaires. Je le dépliai soigneusement. Laure, j'ai passé ma vie à construire une famille que les autres pourraient admirer. J'ai oublié d'en construire une que je pourrais aimer. Peut-être que tu ne me pardonneras jamais, peut-être que tu ne devrais pas. Mais si tu as appris quelque chose de moi, j'espère que c'est que recommencer n'est pas une faiblesse. C'est de la survie. Tu méritais mieux que mon silence. Je fixai la dernière ligne jusqu'à ce que l'encre devienne floue. Ma gorge semblait serrée, comme si quelque chose à l'intérieur essayait de percer, mais je ne pleurais pas. Je restais juste assise là, la lettre tremblant légèrement dans ma main. Puis, lentement, je déchirai la ligne du bas, la phrase qui comptait, et la pliai assez petit pour tenir dans ma paume. Le reste, je le glissai dans l'enveloppe et le mis de côté. Ce soir-là, je conduisis jusqu'à Valneige. Le complexe était calme, la saison d'hiver ralentissait, la plupart des invités étaient partis. La neige tombait en fines nappes, portée par le vent. L'arbre de Noël se tenait toujours dans le hall, lumière tamisée mais brûlant toujours doucement, comme un battement de cœur refusant de s'arrêter. Je marchais à travers le hall vide, le bruit de mes talons résonnant sur le sol en marbre. L'air sentait le pain et la cannelle, vaguement nostalgique. Catherine était à la réception, clôturant le rapport de la nuit. Elle leva les yeux, surprise. « Laure ? Je ne vous attendais pas ce soir. » « J'avais juste besoin d'une minute, dis-je. Rentrez chez vous, dormez un peu. » Elle hocha la tête, me donnant un sourire complice avant de partir par la porte latérale. Quand je fus seul, je m'agenouillai près de la base de l'arbre. Le sol en dessous était en marbre froid, lisse comme du verre. Je glissai le petit morceau de papier plié, la ligne déchirée, sous le bord de la jupe en velours rouge. Les lumières de l'arbre vacillèrent, projetant des reflets doux sur le sol. Il m'avait appris à gagner. Il ne m'avait jamais appris quoi faire après. Je restai là un moment, regardant la neige derrière les portes vitrées. À travers le reflet, je pouvais voir mon propre visage superposé aux lumières de l'arbre. Quelque part au fond de moi, le ressentiment s'adoucit juste assez pour faire place à autre chose. Pas le pardon, pas encore. Mais l'espace où le pardon pourrait un jour vivre. Les haut-parleurs dans le hall cliquèrent doucement et une faible musique de Noël commença à jouer. Les mêmes chants qui avaient servi de bande-son à cette nuit désastreuse sonnaient maintenant étrangement tendres, presque mélancoliques. Je fermai les yeux. Pour la première fois, je ne vis pas sa colère ou la déception de ma mère. Je vis un homme seul dans une pièce sombre, réalisant trop tard ce qui comptait vraiment. Dehors,
la neige continuait de tomber, lente et délibérée, recouvrant les chemins, les bancs, les marches, enterrant tout ce qui avait été autrefois tranchant et laid. Quand je me levai enfin, le mot avait disparu sous les plis de velours, perdu pour tout le monde sauf moi. Je levai les yeux vers l'étoile brillante au sommet de l'arbre et chuchotai, peut-être que c'est assez. Les lumières du hall s'éteignirent automatiquement à minuit. Je me tournai et marchai vers la porte, mon reflet s'effaçant dans le verre derrière moi. Les chants jouaient encore, faibles et creux, résonnant à travers les halls vides. La tempête était arrivée rapidement cet après-midi-là, transformant la ligne d'horizon de Lyon en un flou blanc. Les fenêtres de mon bureau tremblaient doucement sous le vent. J'étais assise à mon bureau, lisant à moitié un email qui ne m'intéressait pas, quand la porte s'ouvrit sans qu'on frappe. Éléonore Harel. Ma mère se tenait là, plus petite que dans mes souvenirs. Sa posture autrefois droite comme du fer s'était adoucie. Elle tenait un album photo relié en cuir pressé contre sa poitrine. Ses cheveux étaient nets, mais son visage semblait fatigué, comme si elle n'avait pas dormi. « Tu n'as pas besoin de rendez-vous, maman » dis-je sans lever les yeux de mon ordinateur portable. « Plus maintenant. »« Je sais » dit-elle doucement. Le son de sa voix était si différent d'elle que je levai enfin les yeux. Elle marcha lentement vers la chaise en face de mon bureau et s'assit. Pendant un moment, elle fixa simplement l'album dans ses mains, traçant le coin avec son pouce. Puis elle l'ouvrit soigneusement et le tourna vers moi. « Tu avais 6 ans, dit-elle. Tu as dessiné cette image. Moi, toi, ton père. Tu as écrit en bas, on est heureux quand papa n'est pas fâché. » Elle fit une pause, sa voix tremblant juste assez pour que je le remarque. Je l'ai trouvé la semaine dernière. Je regardais le dessin. Le papier était jauni, les couleurs des crayons fanées mais encore assez vives pour faire mal. Ma jeune version nous avait dessiné tous souriants sous un soleil tordu, mais la bouche de la figure paternelle n'était qu'une ligne, ni sourire ni froncement. Même enfant, je connaissais la différence. Je me souviens, dis-je. Éléonore prit une inspiration tremblante. Je pensais que si nous avions l'air parfait, les gens nous traiteraient gentiment. Je n'ai pas réalisé que je t'apprenais à disparaître. Je me penchai en arrière dans ma chaise, la fixant. Tu n'avais pas à me protéger du monde, maman. Tu devais me protéger de toi. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme du givre. Ses yeux s'emplirent instantanément et elle couvrit sa bouche, essayant de ne pas pleurer. Quand elle laissa enfin tomber les larmes, elles étaient silencieuses. Je sais, chuchota-t-elle. Je sais que je t'ai failli. Je ne répondis pas. L'horloge au mur tic-taquait bruyamment dans la pause entre nous. Elle essuya ses yeux et fouilla dans son sac, sortant un morceau de papier plié. J'ai écrit quelque chose, dit-elle. C'est publié demain dans le temps. Je haussai un sourcil. Quel genre de chose? Ça s'appelle quand l'orgueil devient l'ennemi de l'amour. Elle sourit faiblement, un sourire triste et épuisé. Peut-être que quelqu'un le lira et se verra avant qu'il ne soit trop tard. Je la regardai longuement, puis finis par hocher la tête. C'est un bon début. Elle expira, comme si elle retenait ce souffle depuis des années. Je ne suis pas venue ici pour le pardon, dit-elle. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. Vraiment désolé. Je jetai un coup d'œil à l'album photo. Tu es venu avec des preuves. Elle rit doucement à travers les larmes. Tu as toujours apprécié les preuves. Pour la première fois depuis des années, son rire ne semblait pas cruel. Il semblait humain. Dehors, la tempête s'épaississait, la neige pressant contre la vitre comme si elle essayait d'entrer. Les lumières de la ville brouillaient tout, muettes et douces. Éléonore se leva, lissant son manteau. Je devrais y aller avant que les routes ne gèlent. Tu peux rester jusqu'à ce que ça se calme, proposai-je automatiquement. Elle secoua la tête. Non, j'ai déjà trop abusé de l'hospitalité. Je me levai aussi, ne sachant pas quoi faire de mes mains. Nous nous fîmes face à travers le bureau, des années de distance s'étirant encore entre nous, mais pas tout à fait aussi large qu'avant. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle fit une pause à la porte. Tu avais raison, dit-elle doucement. À propos du silence. Il peut faire plus mal que les mots ne le font jamais. Puis elle fut partie, la porte se refermant avec un clic, laissant derrière elle la faible odeur de son parfum, quelque chose de floral et cher, quelque chose que je n'avais pas remarqué depuis longtemps. Pendant un moment,
je restais juste assise là, fixant l'album qu'elle avait laissé sur mon bureau. Le cuir était craquelé, les pages inégales. Quand je l'ouvris, la première page était remplie de photos d'un Noël dont je me souvenais à peine, pulls assortis, sourires forcés, le genre de souvenirs que les gens postent en ligne pour prouver qu'ils vont bien. À mi-chemin, je trouvais un autre dessin, moi à 8 ans, debout entre deux parents en bonshommes allumettes, tenant des mains. Au-dessus, en lettres bleues maladroites, j'avais écrit « L'amour, c'est quand personne n'a peur ». Ma gorge se serra. Je fermai l'album doucement, pressant ma paume contre la couverture comme si je pouvais en quelque sorte réécrire le passé en le tenant immobile. Certaines excuses viennent enveloppées de mots. D'autres se présentent simplement quand vous cessez de les attendre. Dehors, la tempête de neige s'était calmée, laissant la ville enveloppée de blanc. Les lampadaires brillaient faiblement à travers la vitre, transformant tout en or. Je me penchai en arrière dans ma chaise, les yeux toujours sur l'album. Quelque part au fond de moi, quelque chose se desserra, un nœud que je n'avais pas réalisé porter. Ce n'était pas encore le pardon. Mais c'était le plus proche que j'ai jamais été. Les lumières du bureau s'éteignirent automatiquement à 18 heures, me laissant dans la douce lueur bleue de la tempête extérieure. Je restai là longtemps, écoutant le faible bourdonnement du chauffage jusqu'à ce que le monde semble assez calme pour respirer à nouveau. Quand je fermai enfin mon ordinateur portable et me levai pour partir, je regardai une fois en arrière l'album posé sur mon bureau. La fille dans ses dessins était toujours là, souriant au crayon sous son soleil tordu. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression qu'elle demandait à être sauvée. Elle semblait juste attendre d'être rappelée. L'air à l'intérieur de la salle de la fondation du domaine de Valneige semblait électrique, bourdonnant de caméras et de chuchotements. Les journalistes remplissaient les allées, leurs objectifs brillant sous les lumières comme milieux observateurs. La bannière derrière le podium disait « Des foyers chaleureux pour l'hiver, une initiative Arel Hospitality ». Des rangées de donateurs, de personnels et d'officiels locaux étaient assis, proprement vêtus, leurs sourires polis, dans l'attente. Dehors, la neige tombait à nouveau, épaisse et lente, enveloppant le monde de silence. Un mois s'était écoulé depuis le tribunal, depuis que les derniers gros titres s'étaient effacés de la première page. Je pensais être devenu insensible à l'attention, mais debout sous ces lumières, je pouvais encore en sentir le poids. Maxime se tenait au fond, les mains jointes, me faisant le plus petit signe de tête. Hélène était assise près de l'avant, calme comme toujours, ses yeux perçants s'adoucissant quand elle croisa les miens. Je montai au micro, pris une inspiration et laissai les murmures se calmer. Bonsoir, commençai-je. Il y a un an, cette fondation n'était qu'une idée gribouillée dans un carnet. Aujourd'hui, c'est une promesse. Une promesse que personne ne devrait avoir à choisir entre le chauffage et la dignité. Les applaudissements s'élevèrent, brefs et polis. Je continuai, expliquant la mission du programme, fournir des logements hivernisés et une aide au chauffage pour les familles à faible revenu à travers les Alpes. Ce n'était pas de la charité pour moi. C'était la restauration de l'équilibre, de la décence, de tout ce que le nom de ma famille avait échoué à représenter. Alors que je concluais les formalités, un journaliste au premier rang leva la main. « Mademoiselle Arel, dit-il, sont-on prudents mes inquisiteurs, avez-vous quelque chose que vous aimeriez dire à votre père après tout ce qui s'est passé ?» Pendant un moment, la salle se figea. Je sentis une centaine d'yeux se plisser, attendant une petite phrase choc, quelque chose digne d'un gros titre. Je pris une lente inspiration. « J'espère qu'il a chaud ce soir, dis-je finalement. C'est tout. Le silence qui suivit fut lourd mais propre, comme la pause après une chute de neige. Personne ne semblait savoir s'il fallait applaudir ou rester immobile. Hélène croisa mon regard et hocha la tête une fois, son expression illisible mais fière. Je fis un petit sourire et m'éloignai du podium alors que l'hôte commençait à remercier les sponsors. En coulisses, le bruit s'estompa. Hélène apparut derrière le rideau et m'enveloppa dans une brève étreinte. Ça, chuchota TL, c'était de la grâce, Laure. Tu ne peux pas acheter ça. Je souris, fatigué. Je n'essayais pas d'être gracieuse. Peu importe. C'est qui tu es quand tu as fini de te battre. Je soufflai lentement. Je ne voulais plus gagner, Hélène. Je voulais juste la paix. Elle hocha la tête. C'est plus rare que le succès. Quelques minutes plus tard, un autre visage familier apparut, Claire Sandrin, emmitouflée dans un long manteau, les joues rouges à cause du froid. Vous avez cru en moi quand personne d'autre ne le faisait,
dit-elle en tendant la main. Je suis juste venu vous remercier. Je serrai sa main, puis la tirai dans une étreinte rapide. Vous l'avez mérité, Claire. Chaque miette. Ils l'ont rendu officiel ce matin, dit-elle rayonnante. Je suis la nouvelle directrice générale du complexe Le Val d'Argent dans les Pyrénées. Mon premier appel presse est la semaine prochaine. Bien, dis-je. Fait-on le vôtre? Elle hésita, puis ajouta doucement, même après tout ce qui s'est passé, vous aidez toujours les gens qui vous rappellent eux. Je rencontrai ses yeux. Nous méritons tous une seconde chance. Même eux. Claire sourit, douce et triste, et partit par la porte latérale. Quand le hall se vide, je m'assis seul près de la scène. Les lumières étaient tamisées maintenant, seules quelques-unes vacillaient encore à travers le sol. À travers le rideau ouvert, je pouvais voir la neige tomber dehors, brillante sous la lumière des lampadaires. Les nouvelles du lendemain matin confirmèrent ce que je soupçonnais déjà, Guillaume Harel faisait face à un examen fédéral pour mauvaise conduite financière au sein de la fondation familiale. Les gros titres étaient tranchants, implacables. Mais pour une fois, personne ne vint me demander de commentaires. Ils avaient cessé d'attendre que je parle. Je refusais chaque interview, chaque invitation à défendre ou expliquer. Mon silence devint sa propre sorte de déclaration. Les journalistes commencèrent à l'appeler la grâce tranquille de Laure Harel, ce qui me fit rire. Ce n'était pas de la grâce. C'était de l'épuisement déguisé en paix. La justice n'a pas toujours besoin de crier. Parfois, elle a juste besoin de rester immobile jusqu'à ce que la vérité la rattrape. Ce soir-là, je me tenais près de la fenêtre de mon bureau, la ligne d'horizon de Lyon faible sous la brume de neige. La ville brillait d'or et de blanc, feutrée sous la tempête. Le verre était froid sous mes doigts alors que je traçais une ligne à travers la condensation. Le piano doux de la pièce voisine jouait quelque chose de lent, quelque chose de familier. Peut-être était-ce la même mélodie du gala de Noël du complexe, ou peut-être que ça y ressemblait juste. Je laissai le son remplir le silence jusqu'à ce qu'il en fasse partie. Maxime passa la tête dans l'embrasure de la porte. La presse est partie, dit-il. On a traversé une autre série de questions sans dire un mot. Bien, dis-je, regardant toujours la neige. Tu es sûr que ça va? Je hochai la tête, bien que cela semblât plus une promesse qu'une vérité. Le respect n'était jamais censé être gagné par la peur, dis-je doucement. Peut-être que c'est ce que j'apprends encore. Maxime s'attarda un moment, puis sourit. Tu as fait un long chemin, Laure. Pas assez loin, dis-je. Mais proche. Il hocha la tête et partit, fermant la porte derrière lui. Je restai là un moment encore, regardant les flocons tomber contre la vitre. Le monde dehors repeint proprement. Quelque part là-bas, mon père regardait probablement la même neige. Peut-être depuis une maison plus petite. Peut-être depuis un endroit qui ne ressemblait plus à un foyer. J'espérais qu'il avait chaud. Le piano s'estompa, ne laissant que le bruit du vent dehors. Pour la première fois depuis des années, le calme ne ressemblait pas à un vide. Il ressemblait à un équilibre. Fragile, temporaire, mais réel. J'éteignis les lumières, laissant le bureau sombre à l'exception de la lueur de la tempête extérieure. La neige tombait sans fin, douce comme la miséricorde, effaçant des empreintes que je n'avais plus besoin de suivre. Le hall doré scintillait à nouveau, exactement un an plus tard. Les lustres brillaient comme de petits soleils. Le même arbre s'élançait vers le plafond, enveloppé de milliers de petites lumières, et l'odeur de cannelle et de sapin remplissait l'air. Mais cette fois, ce n'était pas une scène pour l'humiliation. C'était une célébration. Le gala de charité du domaine de Valneige était devenu l'événement de la saison, levant des fonds pour la fondation des foyers chaleureux pour l'hiver. Les invités arrivaient en riant, manteaux poudrés de neige, tenant des coupes de champagne au lieu de jugement. Je me tenais près de l'entrée, saluant les donateurs et les visages familiers, chaque poignée de main un rappel du chemin parcouru. Mademoiselle Harel, appela une femme, son sourire large et sincère. Le complexe est magique cette année. Merci, dis-je. C'est la neige. Elle pardonne tout. La chorale commença à accorder ses voix dans le coin, leurs douces harmonies se fondant dans le bourdonnement de la conversation. Quelque part derrière moi, j'entendis une voix que je n'avais pas entendue depuis des mois. Je me tournai. Victoire marchait vers moi, confiante, rayonnante dans une robe argentée.
Elle paraissait plus âgée, mais plus libre, comme si elle était enfin sortie de l'ombre de quelqu'un d'autre. Elle m'étreignit avant que je puisse parler. Tu l'as fait, chuchota-t-elle. Tu as transformé un scandale en quelque chose de bien. Je souris, l'étreignant en retour. Peut-être que le scandale était le seul moyen pour qu'on écoute. Elle rit, reculant pour regarder autour du hall. Tu sais, papa aurait adoré l'ironie. Peut-être qu'il le peut encore, dis-je doucement. Elle ne répondit pas, mais son sourire vacilla une seconde. La musique enfla. La chorale commença à chanter Douce Nuit, les notes s'enroulant dans l'air comme de la fumée. Les gens arrêtèrent de parler, leur attention dérivant vers la scène où Hélène Quentin se tenait, un verre à la main. Elle le leva haut. Alors Arel, dit-elle, sa voix ferme mais chaleureuse. Une femme qui nous a appris que la grâce ne signifie pas le silence. Elle signifie la force sans le bruit. À la santé des secondes chances et à l'utilisation du pouvoir pour quelque chose de mieux que l'orgueil. Des applaudissements parcoururent la pièce. Mes joues s'empourprèrent, mais je levai mon propre verre en retour. À tous ceux qui ont cru en cette fondation plus que la famille qui l'a commencée, dis-je légèrement. Et le rire qui suivit était sincère, pas poli. Près du fond de la salle, je vis ma mère. Éléonore se tenait près de la table des rafraîchissements, riant en versant du chocolat chaud dans des tasses pour le personnel. Ses cheveux étaient plus lâches maintenant, ses mouvements non pressés. Le son de son rire, un vrai rire, me prit au dépourvu. Cela faisait des années qu'il n'avait pas sonné comme ça. Pendant une brève seconde, le monde sembla équilibré. Puis la foule commença à s'écarter. Subtil au début, puis tout d'un coup. L'air changea. Les dernières notes de la chorale s'attardèrent dans le silence alors qu'une silhouette apparaissait dans l'embrasure de la porte. Guillaume Arel. Il était plus mince maintenant, sa posture moins imposante. Ses cheveux autrefois polis étaient devenus totalement gris, et son costume sur mesure flottait plus lâchement sur sa carrure. Ses yeux, cependant. Ses yeux étaient les mêmes, toujours chercheurs, toujours perçants, mais portant maintenant autre chose. Quelque chose de plus calme. La salle devint immobile. Même les rires s'estompèrent. Je ne bougeais pas. Je ne bronchais pas. Il hésita dans l'embrasure de la porte, comme s'il attendait que quelqu'un lui dise de partir. Personne ne le fit. Il fit un pas lent en avant. Je me tournai vers un donateur à côté de moi et souris comme si de rien n'était. Bienvenue à Valneige, dis-je doucement. Chaque invité est de la famille ici. Ma voix ne trembla pas. Elle n'en avait pas besoin. Du coin de l'œil, je le vis m'observer, son expression un mélange de culpabilité, de fierté et de quelque chose qui ressemblait presque à de l'amour. Il resta là un moment, absorbant tout, les invités, la musique, les rires. Puis, lentement, il se tourna comme pour partir. Avant qu'il n'atteigne la porte, je fis un pas vers le micro. Excusez-moi tout le monde, dis-je, ma voix portant facilement à travers le hall. Avant que nous terminions la nuit, je veux dire quelque chose. La salle retomba dans le silence. Chaque tête se tourna. Il y a un an, commençai-je, ce hall était rempli d'orgueil, de colère et de silence. Ce soir, il est rempli de pardon. Et je veux remercier chaque personne qui m'a appris la différence. Pendant un long moment, il n'y eut rien. Puis les applaudissements commencèrent. Doux au début, puis plus fort, des vagues de son brisant la tension qui avait plané sur la salle comme du brouillard. Quand ils s'apaisèrent, je le vis à nouveau. Mon père. Il s'était arrêté près de la boîte de dons au pied de l'arbre. Lentement, il plongea la main dans sa veste, sortit une enveloppe et la glissa à l'intérieur. Il se tourna vers moi. Nos yeux se rencontrèrent à travers la pièce. Pas de colère. Pas de faux semblants. Juste de la compréhension. Je hochai la tête une fois. Il hocha la tête en retour. Pas de mots. Juste la paix. La chorale entama une autre chanson, Have Yourself a Merry Little Christmas. La foule se détendit à nouveau, les rires revenant, les vers s'entrechoquant. Hélène me trouva près de la scène, souriant doucement. Tu as géré ça parfaitement, dit-elle. Il n'y avait plus rien à gérer, répondis-je. Éléonore nous rejoignit quelques minutes plus tard, les joues rougies par la chaleur de l'urne de chocolat chaud. Je pense qu'on a réussi, dit-elle, riant à moitié,
à moitié essoufflée. Vous avez réussi, dit Hélène. Vous tous. Alors que la nuit s'approfondissait, la neige commença à tomber derrière les fenêtres, épaisse et silencieuse. La lumière dorée du hall se reflétait contre elle, donnant l'impression que les étoiles étaient descendues pour danser sur la montagne. Victoire se tenait à nouveau à mes côtés. Tu sais, chuchota-t-elle, papa avait l'air fier de toi. Je souris faiblement. Peut-être qu'il est enfin fier pour les bonnes raisons. Quand le gala se termina, les invités s'éclipsèrent lentement, leur rire s'estompant dans le froid. Ma mère serra le personnel dans ses bras pour leur souhaiter bonne nuit. Hélène me tendit son manteau et chuchota, « Tu as gagné le calme, Laure. Ne le gâche pas. » Et quand je me tournai enfin vers le hall, l'arbre brillait toujours, stable, doré, indifférent aux fantômes qu'il avait autrefois hantés. Le pardon n'efface pas l'histoire. Il réécrit juste la fin. Le piano du coin joua sa dernière chanson, douce et lente. Je restai là jusqu'à ce que la musique s'estompe, le son des vers qui s'entrechoquaient et des rires lointains remplissant l'espace qui ne connaissait autrefois que le silence. La lumière du matin se déversait à travers les grandes fenêtres de Val-Neige, lavant le hall d'un or doux. La neige dehors scintillait comme un second ciel, empilé au contre les pins, intact depuis l'aube. Le hall, qui avait été vivant de rire et de musique la nuit dernière, était calme maintenant, seulement le son du personnel fredonnant des chants de Noël en nettoyant et le glissement étouffé des valises sur les sols en marbre. J'étais assise dans le salon, les mains enroulées autour d'une tasse de café qui était déjà devenue tiède. L'air sentait encore faiblement le pain et le cacao. L'arbre de Noël, plus grand que jamais, se tenait devant moi, chaque ornement attrapant la lumière comme de minuscules soleils gelés. Son reflet scintillait sur le sol en marbre, parfait et immobile. Il y a un an, ils exigeaient de parler au propriétaire. Aujourd'hui, ils l'ont finalement fait. Et il n'y avait plus rien à dire. Le calme ne semblait pas vide cette fois. Il semblait mérité. De l'autre côté du hall, près de l'entrée, je les vis. Mes parents. Guillaume et Éléonore se tenaient côte à côte, manteau à la main, prêts à partir. Ce n'étaient pas les mêmes personnes qui s'étaient tenues là le Noël dernier. Ils semblaient plus petits, d'une certaine manière. Pas plus faibles, juste plus calmes. Sa main reposait doucement sur son bras, et pour une fois, il ne se déroba pas. Ils ne s'approchèrent pas de moi. Ils n'en avaient pas besoin. Quand je levai les yeux, ma mère croisa mon regard en premier. Elle fit un petit signe de tête prudent. Mon père suivit un instant plus tard, son regard stable mais plus doux qu'il ne l'avait jamais été. Pas de mots. Juste de la compréhension. Ils se tournèrent et marchèrent vers la sortie ensemble, sortant dans la neige. Les portes se refermèrent derrière eux avec un clic silencieux. Je restai assise là un moment, respirant le silence. Maxime apparut quelques minutes plus tard, café dans une main, paperasse dans l'autre. « Bonjour chef », dit-il légèrement, prenant le siège en face de moi. « Tu as survécu au gala. »« De justesse », dis-je en souriant. Il regarda la neige, le plus faible sourire tirant le coin de sa bouche. « Tu penses qu'ils changeront un jour ?» Je remuai le café distraitement, regardant la crème tourner. « Peut-être qu'ils l'ont déjà fait, » dis-je. « Peut-être que nous l'avons tous fait. » Il hocha la tête, satisfait, et se leva. « Tu sais, » dit-il, « pour quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, tu as sûrement beaucoup de gens qui écoutent maintenant. » Je souris. C'est l'astuce, Maxime. Dire moins, signifier plus. Il rit dans sa barbe. Tu le fais toujours. Puis il fit un signe de la main et se dirigea vers la réception, criant des instructions de dernière minute au personnel. Je restai où j'étais, laissant le calme s'étirer. La lumière du matin se déplaçait sur le sol, remontant le côté de l'arbre jusqu'à ce qu'il brille comme du feu. Quelque part à l'étage, une porte se ferma et l'écho s'estompa dans la paix. Dans le reflet de la fenêtre, le complexe semblait flotter, léger, brillant, intouchable. Pour la première fois, je le vis pour ce qu'il était vraiment. Pas une forteresse, pas une arme. Juste un endroit où j'avais enfin cessé de me cacher. Plus je restais assise là, plus le monde extérieur semblait ralentir. Les invités chargeaient leurs voitures, les pneus crissant doucement contre la neige. Le personnel bougeait comme des danseurs, prudents et joyeux, fredonnant l'air faible de minuit, chrétiens jouant depuis les haut-parleurs du hall. Mes pensées dérivèrent comme des flocons de neige,
traçant leur chemin dans ma mémoire. La nuit où j'ai quitté Lyon avec rien d'autre qu'une valise. Les matins froids en Auvergne à plier des draps jusqu'à ce que mes doigts craquent. La voix d'Hélène disant construisons quelque chose qu'ils ne peuvent pas ignorer. Le tribunal. La voix tremblante de mon père. La lettre sous l'arbre de Noël. Les excuses de ma mère dans la tempête. Tous les moments qui m'ont construite étaient là, jouant dans mon esprit comme un film silencieux. Ils disaient que le silence était une faiblesse. Ils avaient tort. Le silence est un pouvoir quand il est rempli de vérité. Je finis la dernière gorgée de café. Il était devenu froid, mais ça ne me dérangeait pas. Je me levai, lissant les plis de mon pull, et jetai un dernier coup d'œil à l'arbre brillant. Il scintillait contre la fenêtre, son reflet se mêlant à la lumière se déversant des montagnes au-delà. Je passai devant lui lentement, le bout des doigts effleurant l'un des ornements. C'était du verre gravé avec le nom de la fondation, Val-Neige, des foyers chaleureux pour l'hiver. Un rappel que même les histoires les plus froides peuvent se terminer dans la chaleur. Les portes automatiques s'ouvrirent alors que je sortais dans l'air vif de la montagne. La neige était aveuglante sous le soleil. Le son des cloches dérivait depuis la petite chapelle en bas de la colline. La lumière filtrait à travers les nuages du matin. Or, doux, infini. Le respect n'est pas un privilège, c'est le minimum vital. Et si vous avez déjà été sous-estimé, rappelez-vous, votre calme est votre vengeance la plus bruyante. La caméra aurait reculé alors si c'était un film. Un plan large du domaine de Val-Neige, brillant sous la neige fraîche. La fumée s'échappant de ses cheminées. Les cloches résonnant à travers la vallée comme une promesse qu'aucune tempête ne dure éternellement. J'ai marché vers l'avant jusqu'à ce que le son s'estompe, la neige craquant sous mes bottes, le soleil chaud contre mon visage. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas regardé en arrière.